qui les intéressait. Alors moi, je me suis dit que je vais tout faire pour sauver, bloquer un tout petit peu cette exploitation. Nous avons décidé d'entrer dans le Maï-Maï, croyant que c'était le seul cadre où nous pouvions freiner les appétits de ceux qui profitent de Kamituga, qui détruisent Kamituga. C'est seulement pour défendre les intérêts de la population. La mine était noyée. C'était un acte volontaire des dirigeants à l'époque, puisqu'ils ont vu que c'était le seul moyen pour que les clandestins ne puissent pas s'approprier de cette mine. Les réserves sont encore importantes et nous espérons que ça puisse reprendre pour l'intérêt de la population et l'intérêt du pays. Quand on exploite cet or, la population va profiter et le pays aussi va profiter. Les clandestins creusent partout et l'armée rwandaise commence à prendre le contrôle de ce qui reste des installations. En 1997, juste avant l'exil de Mobutu, la société Banro signe avec l'État zaïrois une convention minière très avantageuse pour elle. L'État se retrouve avec 7% seulement des titres de propriété sur les gisements, contre 28% auparavant. Banro crée une nouvelle société, Sakima, et s'engage à poursuivre l'exploitation de la cassiterie. La nouvelle société est censée reprendre l'actif et le passif de Sominki, et donc le personnel et les arriérés de salaire. Des émissaires de la société profitent de la confusion pour venir sur place, en hélicoptère, encadrés de gardes du corps sud-africains. Ils s'emparent de toutes les cartes géologiques et d'échantillons de minerais. Ces actes révoltent la population. En juillet 1998, un an après son arrivée au pouvoir, le nouveau président congolais, Laurent Désiré Kabila, sans mise en demeure préalable, dénonce l'accord conclu avec Banro pour irrégularité dans la liquidation de l'ancienne société Sominki. Il nationalise la nouvelle société Sakima, créée par Banro. Les habitants de Kamituga sont livrés à eux-mêmes. Leur amertume est profonde. Il n'y a que l'or de leur cité qui intéresse le monde. Nous avons été aussi offusqués de voir cette cité, qui est notre cité natale, être exploitée sauvagement par de militaires qui se comportent un peu comme dans un pays conquis. Le militaire du RCD qui fait exploiter les mines par la population, et sitôt ces derniers revenus de la carrière, on divise la recette par deux. C'est le système qu'on appelle système divisé par deux. Oui, des enfants, beaucoup. Il y en a qui ont cessé d'aller à l'école et qui sont là-bas. La quasi-majorité des écoles diminuent les effectifs du jour au lendemain à cause de ce trafic artisanal. Il y a des enfants qui fuient les cours pour aller creuser. C'est-à-dire qu'ils donnent des raisons comme quoi il manque de l'argent pour payer, comme quoi la vie est devenue dure. Alors c'est comme ça qu'ils se laissent partir dans des mines pour payer les professeurs. Ici chez nous, il y a un système de payer les professeurs, ce sont des parents. Le gouvernement est devenu presque irresponsable, je vais dire. C'est à ce moment-là que les parents ou les enfants eux-mêmes se débrouillent pour avoir quelque chose à payer chaque fin du mois, au moins $3 par mois. Vous comprenez que pour un enfant qui n'a pas d'emploi, il doit tout faire pour chercher cet argent-là. Ils ne gagnent pas tellement. Il y a des fois qu'ils travaillent comme ça et qu'ils ne gagnent pas beaucoup. 0,5 à $1. Le maximum, c'est 2.
par jour. Et à part ça, ils peuvent être utilisés par les mêmes gens qui les ont amenés à travailler. Ils peuvent être utilisés, ils peuvent être exploités comme femmes, comme des esclaves comme ça. $140. Ça coûte $140. En francs congolais, j'ai payé au moins 1245 francs congolais. Donc on fait les transferts lundi, on fait encore les transferts mercredi, on fait encore les transferts vendredi. Jusqu'à présent, j'ai une moto DT125. Je travaille, je gagne à peu près $250. Ok. Chaque jour, je travaille, même à dimanche, je travaille. Partout, même à Bukavu, à Kamituga, à Kitutu, à Mwenga, partout. Du site minier jusqu'à la piste d'aviation, l'or est transporté à moto et ensuite par petits porteurs. L'avion reste le moyen de transport le plus sûr. Aucun contrôle aérien n'existe dans cette région. L'or circule librement et l'on compte quelquefois 20 rotations par jour, rien qu'à Kamituga. Autrefois, il n'y en avait que 2 par semaine. La sécurité? Oui. Quelle sécurité? On ne peut pas vous voler? Non, on ne peut pas me voler. Et si une fois on vole, donc c'est une malchance. Oui. Ouais. Si une fois on vole, donc c'est une malchance. Ça, mais normalement, ça va. Quand même, ça va parce que la sécurité, là, les militaires sont là, les policiers. Dès septembre 1998, Banro conteste la nationalisation. À l'issue de 2 ans de procédure infructueuse devant une instance internationale d'arbitrage, Banro porte l'affaire devant la Cour fédérale des États-Unis à Washington. Invoquant un vice de procédure, Banro réclame $1 milliard à l'État zaïrois. À l'époque, le gouvernement congolais est en situation de faiblesse. Le président Kabila a congédié ses conseillers rwandais. La deuxième guerre du Congo se déclenche le 2 août 1998. Chassés du pays, les Rwandais reviennent au Kivu à la tête de troupes combattantes. Alors que la guerre s'enlise, le 16 janvier 2001, le président Kabila est assassiné. L'or apporte une certaine prospérité, mais seule une partie de la population profite de cette richesse. Les habitants ne survivent que grâce à la débrouille et au trafic. Dire que la population tire profit, je ne pense pas. La population ne tire aucunement pas profit de ses ressources. Surtout dans les 5 dernières années, avec la guerre, tout le monde sait que c'est le Rwanda qui avait envahi les pays. Et les coltans, l'or et tout ça, ça prenait une destination obscure. Lorsque la Somenki elle-même exploitait l'or à Kamituga, c'est sûr et certain que c'était de l'or qui suivait la voie légale.
C'est-à-dire qu'il fallait vendre, le gouvernement devrait savoir quelle était la destination de cet or-là. Mais dernièrement ici, quand les gens du RCD ont commencé à exploiter l'argent, c'est sûr et certain que cet argent servait à acheter des munitions pour la guerre. Parce que c'était une organisation vraiment bien structurée pour faire en sorte qu'on puisse avoir de l'argent pour acheter les munitions et les armes pour combattre le gouvernement. Et nous pensons même que, même aujourd'hui, si cette exploitation continue, ça peut toujours continuer à alimenter la situation que nous connaissons aujourd'hui parce qu'on vient de dire qu'il y a peut-être une troisième guerre qui a tendance à se préparer sur le terrain. Et alors on se dit, si on continue à exploiter encore à Kamituga et que le pays, semble-t-il, a été réunifié, où va cet argent? Cela nous fait penser effectivement à ce que nous appelons toujours, ce que nous avons toujours dénoncé, c'est-à-dire le pillage des ressources naturelles. Il n'y a aucun ordre et les exportations ne se font plus en ordre de telle sorte que même l'État ne perçoit rien en retour. Ce sont des arrangements entre les seigneurs de guerre. Ils doivent rendre des comptes à leur chef hiérarchique et la chaîne conduit jusqu'au commanditaire de la guerre. Pendant ce temps, ces mêmes militaires se comportent en seigneurs et s'autorisent tout. Il arrive des fois où les mêmes militaires, en circulant au niveau du quartier, s'il aperçoit une petite fille très belle là-bas, on enlève ça et puis on part avec la fille à l'état-major. Il y a des fois où il passe 3 ou 4 jours, même une semaine, la famille n'a aucun mot à dire. Bon. Quand ils auront terminé leurs besoins, ils remettent la fille. Elle vient d'expliquer dans quelle situation elle a été victime. C'était vers 19h et il voulait voyager de Bunyakiri à Bukavu. Et c'est là que le militaire l'a surpris. C'était sur la route. Elle a opposé une résistance. Le militaire a tiré sur elle 3 balles dans la jambe et puis l'a violée. Et puis ils se sont maintenant le militaire voulait l'achever. Elle a pris l'arme que le militaire détenait. Ils ont commencé à se bagarrer. Le militaire voulait ravir l'arme. Et c'est ainsi que la population est venue. Le militaire a fui. Il a laissé l'arme et son chapeau. Le membre s'est nécrosé, faute de vascularisation. C'est ainsi qu'on était obligé de faire cette amputation. 5 jours après son admission à l'hôpital. C'était la nuit, les Interahamwe, les ex-militaires rwandais sont entrés dans leur maison, l'ont violé, ils étaient à 2.